les plus joueurs, passez par la roulette qui vous invite à faire des rencontres au hasard. Bon salon à toutes et tous. Donc, merci aux participants qui nous rejoignent les uns après les autres. Nous avons 4 invités sur la table ronde et le sujet de notre table ronde concerne la distribution, pardon. Et je vais demander à chacun de se présenter en commençant par Christine. Christine, tu peux nous parler un petit peu de toi et de tes entreprises, de tes rôles syndicaux, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde, bonjour de Cannes, où il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est plutôt l'exception. Donc Christine Walter, présidente UMI Cannes, donc syndicat des hôteliers de Cannes et Bassin Cannois. On représente 120 hôtels, 5500 chambres, ce qui est assez hors norme pour une petite ville d'un peu plus de 70 000 habitants. Donc, c'est un écosystème en soi ici, Cannes, et on aura l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. On a beaucoup souffert ces derniers mois. Moi, je suis propriétaire de 2 hôtels. Donc, l'hôtel Cavendish, boutique hôtel, 34 chambres, et la Villa Garbeau, 12 suites. Nous avons fait l'acquisition de ces établissements en 2001 et 2007, après avoir passé plus de 20 ans à Paris dans des grandes chaînes, Intercontinental, Méridien. Voilà, donc une expérience d'indépendant, aucune affiliation. On travaille avec The Edge, Fast Booking depuis le début. Nous sommes des gens fidèles. Voilà. Donc, et présidente du syndicat depuis 1 an maintenant, mais depuis plus de 10 ans au conseil d'administration. Merci beaucoup, Christine. Pierre-Charles? Ouais, merci, Guilain. Merci, Christine, pour ta fidélité. J'en profite. Alors, je représente The Edge. Aujourd'hui, c'est la fusion de 2 sociétés françaises, Fast Booking et Avelpro. On a le plaisir et le privilège de servir à peu près 12 000 hôtels dans le monde, principalement en Europe et en Asie, avec bien évidemment un gros portefeuille de clients en France, on sert un peu plus de 5 000 hôtels. La particularité, c'est qu'on vend des solutions technologiques pour aider les hôtels à se distribuer, à la fois en direct, mais aussi bénéficier de l'ensemble des canaux de distribution qui sont à leur portée. Et on fait, sans rentrer dans le détail, du CRS, Central Reservation System, avec Booking Engine et Channel Manager, au site web, aux campagnes de digital media et au CRM. Voilà, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre-Charles. Patrice? Bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrice Guyot, je suis le fondateur et le président du groupe Sequoia Soft, qui est en fait un peu comme Pierre-Charles, la fusion de 4 structures. Subbooking, Cegid CHR, ADN Informatique et dernièrement Telis. On a la particularité chez Sequoia Soft d'opérer sur plusieurs métiers. L'hébergement, avec de l'hôtel club, de l'hôtellerie de plein air, de la résidence, de la restauration traditionnelle et restauration de chaîne, et puis ensuite le bien-être avec le spa, la thalasso et le thermalisme. On sert à peu près 4000 clients aujourd'hui. Nous sommes 275 personnes, dont un bureau à Barcelone. Et on a dû faire en vente directe en 2019 un peu plus d'1,6 milliard d'euros de ventes sur le site internet de nos clients. Voilà, et je suis très heureux de participer à cette table ronde aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrice. Yannick, tu clôtures le bal des présentations. Gentil, merci à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Hôtel et Préférences est une chaîne volontaire que j'ai cofondée en 2000, il y a cette année 20 ans. On a une chaîne qui représente 8500 chambres en France et 10 511 000 dans le monde, avec 120 établissements à 85% 4 et 5 étoiles en France. On a rejoint le groupe du Louvre en vendant 80% de nos parts en 2017. Et on a fait l'acquisition l'année dernière d'une brand plutôt luxe, puisque Hôtel et Préférences est plutôt sur un segment upscale, plutôt luxe, avec la marque Tempting Places, qui regroupe des boutiques hôtels très, très haut de gamme un peu partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, Yannick.
Avant qu'on parle vraiment du sujet distribution, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de comment vous avez vécu la crise dans vos entreprises, télétravail, chômage partiel, toutes les conséquences sur les organisations, est-ce que vous avez travaillé, pas travaillé, etc., les PGE. Je ne sais pas qui est-ce qui commence là. Pierre-Charles, tu veux? Avec tu veux dire? plaisir, merci. Alors écoute, chez The Edge, on a été assez réactif en mettant tout le monde au chômage partiel, pas du tout, je dis une grosse bêtise, en mettant tout le monde en télétravail, tu vois. Et justement, on n'a pas enclenché le chômage partiel parce qu'on avait deux objectifs et on avait deux problématiques à régler. La première, c'était d'être sûr qu'on soit disponible pour nos clients hôtels, parce que sur 12 000 hôtels, on a quasi 8 à 9 000 propriétaires. Et donc, les équipes en chômage partiel, c'est juste impossible pour répondre à la demande des hôtels, que ce soit en Europe et en Asie. Donc, ça, c'était le premier challenge qu'on avait à surmonter. Et le deuxième, comme vous l'imaginez, il y a un certain nombre de clients qui nous entendent. On a une roadmap de développement qui est assez fournie. Et donc, juste d'arrêter la roadmap ou de travailler à 50% dessus, ce n'était pas envisageable quand c'est notre fonds de commerce. Donc, on a continué à travailler pendant les 2 mois et demi. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont aidés et qui ont pu permettre à ce qu'on ait les reins solides pour pouvoir passer cette période-là. Et puis, les équipes ont fait un boulot d'enfer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais j'avoue qu'à distance, quand les gens sont en télétravail avec la situation qu'on a tous vécue, on a abattu un boulot dingue. Et je n'ai pas fait grand-chose. Ils ont fait énormément. Donc, c'est super de pouvoir être entouré de l'ensemble de ces équipes-là avec une telle énergie. Voilà comment on l'a vécu. Merci Pierre-Charles. C'est vrai que moi, j'ai passé un peu de temps avec tes équipes là, pour le baromètre The Edge et je sais qu'au début, c'était un peu compliqué. La distance entre les uns et les autres, stabiliser les systèmes était un peu dur, mais ça a marché. Il suffit de mettre un peu d'effort. Exactement. Merci. Yannick, tiens, tu veux nous dire comment ça s'est passé chez toi? Parce que c'est plus le groupe peut-être qui a décidé, non? Non, on est indépendant à ce niveau-là en termes de décision. On a mis tout le monde, sauf notre service marketing, au chômage partiel. Et puis notre service distribution revenus, ils sont 5 ou 6, sont restés à disposition pour traiter l'urgence, mais en partiel. Donc là, on est en train de déployer tout le monde sur du télétravail ou du partiel selon les services, puisqu'on a un service MICE qui souffre beaucoup. On a un service coffret cadeau, on a un service revenu distribution qui, là, par contre, au moment de cuter les 200 hôtels ou au moment maintenant de les remettre sur le marché en distribution, bien entendu, les hôteliers ont besoin de nous. Et puis, toute la partie marketing, communication, là, on est en train de repartir sur du partiel et du télétravail. On mixe selon les urgences et selon les demandes de nos hôteliers. Moi, merci, par contre, j'ai travaillé tout le temps. Un patron, ça sert à ça. Hein. Non, ils ont tous, dans un bon esprit, géré les urgences et c'était l'objectif pour maintenant, sur la fin du mois, attaquer la vraie reprise. Ouais. Patrice, comment ça s'est passé chez toi? Alors, chez moi, en fait, l'annonce a été faite le vendredi. Le lundi, nous étions tous en télétravail. Donc, on a la chance d'être dans une boîte high-tech. Donc, on a pu très facilement déporter nos bureaux à la maison. On n'a mis que 26% de nos équipes au chômage partiel, notamment les équipes support, puisqu'il faut savoir qu'on a aussi beaucoup de restauration de notre côté. Donc, bien sûr, comme ils étaient complètement à l'arrêt, avec de leur côté un 100% de chômage partiel et très peu de demandes, donc il était important aussi qu'on coupe sur cette partie. Néanmoins, comme Pierre-Charles, on a travaillé énormément sur notre roadmap. L'objectif était de profiter de ce temps d'arrêt justement pour faire un point pour l'entreprise, voir où on allait, comment. On a remis à plat notre ERP. Donc, on en a vraiment profité pour se recalibrer pour travailler la croissance de demain. Et puis, j'ai fait revenir tout le monde hier au bureau, le 8 juin. C'était important pour moi de retrouver les équipes, de redonner une âme à l'entreprise. Je suis un de ces managers qui a du mal au concept du télétravail. J'ai eu beaucoup de mal pendant cette période, à part pour moi faire de l'introspection.
Néanmoins, je pense qu'on adaptera à terme une journée par semaine pour nos collaborateurs pour aller dans le sens de l'histoire. Et puis, on a par contre l'activité qui reprend très activement, nous, sur les résidences, l'hôtellerie de plein air. Tous les restaurants de Buffalo Grill sont repartis. On a eu plus de 200 appels hier. Voilà, ça y est, les choses repartent fortement. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais de notre côté, c'est extrêmement actif en ce moment. Bon, voilà, tant mieux si ça repart. Christine, chez toi, ça ne repart pas pour l'instant, mais et puis le télétravail, c'est compliqué en hôtellerie quand même. Accueillir à distance, c'est dur, mais… C'est-à-dire que nous, on a une saison qui devait redémarrer le 8 mars avec le MIPIM. Donc, le MIPIM, il n'a jamais eu lieu le 8 mars. Donc, on n'a pas réouvert les hôtels et depuis, on n'a pas réouvert. On est en train de réouvrir tout doucement. Il faut savoir que Cannes a un écosystème basé sur l'événementiel, sur l'international. Donc, on a commencé par l'annulation. À chaque fois, c'était des reports des annulations. Donc, annulation, report, MIPIM, annulation, report, Festival du film, annulation, report, Cannes Lions, MIP TV. Donc, ça a été énormément de travail au niveau du syndicat des hôteliers pour mettre en place ces reports à chaque fois avec les ouvertures, fermetures de systèmes, resignature des contingents avec les organisateurs de congrès, sachant que tous les hôtels étaient fermés. On a eu pour plus de 500 millions d'euros de casse économique en 4 mois sur la destination Cannes, c'est énorme. Au niveau du syndicat, il y a eu, moi je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie avec mes hôtels fermés parce que beaucoup de coordination sur les aides économiques, les cellules de crise préfecture, les cellules de crise UMI, les cellules de crise ville de Cannes. On avait créé un cabinet de guerre, donc ça a été effectivement énormément de travail, avec une grande solidarité au niveau des hôteliers. J'avoue que c'était ma première année de président, je ne m'attendais pas à ça, je crois que personne ne s'attendait à ça d'ailleurs. Les hôtels se sont vraiment entraidés, c'est-à-dire que les 5 étoiles ont mis à disposition des autres leurs compétences en commercial, en juridique. Les 2 étoiles sont restées ouvertes pour accueillir les soignants et on était très très fiers d'eux pendant cette période-là. Les 4 plus agiles nous ont donné les best practices au niveau des OTA. Je pense que toute cette solidarité, tout en étant tous fermés, nous a permis de rester très très proches les uns des autres et j'ai vécu des grands moments de solidarité en fait. Merci beaucoup. On va pouvoir commencer à rentrer dans le sujet. Donc, pour rentrer dans le sujet, on a prévu un certain nombre de choses à vous montrer, en commençant par le baromètre d'IEDGE. Donc, je vais partager mon écran là, dans 2 secondes, s'il veut bien. Merci Guilain. Donc l'idée c'était effectivement d'échanger, mais on va le passer rapidement. Le but c'est pas de donner un maximum de chiffres à tout le monde. C'est juste d'avoir une vision sur quelle est la situation dans le monde aujourd'hui, en tout cas sur l'Europe et l'Asie, puisque c'est les principaux hôtels. Donc je n'aurai pas une situation sur les États-Unis. Et alors sur les rythmes de reprise, on a 3 segments assez différents, en fait, 3 groupes assez différents. On a un groupe de pays qui, alors on utilise le terme skyrocketing en anglais, mais qui effectivement est à des niveaux de génération de nouvelles réservations qui est bien supérieur à l'année dernière à la même date. Donc c'est plutôt une nouvelle. Là-dessus, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on a l'Asie du Nord avec Taïwan, la Corée du Sud et la Chine. Donc ça, c'est eux qui tirent aujourd'hui la reprise, je dirais, en termes de génération de booking. Ensuite, on a des marchés qui redémarrent timidement, mais qui redémarrent. On voit, on n'est pas encore au niveau de l'année dernière, mais ça s'en rapproche. C'est plutôt l'Europe centrale, avec le lead qui est sur la République tchèque, et puis l'Allemagne. Alors, il faut savoir aussi que c'est des pays qui nous ont précédés de 3 semaines de la réouverture des établissements. Et donc, c'est un signe, je pense, positif pour nous aussi, et à prendre à bien regarder. Et puis après, on a encore une reprise qui s'est effectuée, c'est encore assez stagnant, je dirais, c'est la France, l'Italie, le Portugal. Mais encore une fois, gardons ce message positif qui est de dire qu'il y avait 3 semaines de décalage avec les autres pays d'Europe centrale.
L'Asie repart bien, donc voilà. J'en profite juste à ce niveau-là, mais Christine reviendra dessus, c'est un point très important qui est de dire, en fonction des villes et des marchés, bien évidemment, on en parlera plus largement, mais c'est les marchés domestiques qui repartent principalement. Et donc, quand on dit que, par exemple, la France est assez flat, il faut bien évidemment différencier, on verra le cas de Paris, le cas de Cannes versus, par exemple, la Corse qui part bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes de lead time pour les réservations, alors le graphe est tel qu'il est, mais vous voyez qu'on était au niveau de début avril sur des lead time qui étaient à 120 jours, ce qui est quand même très long. Alors qu'en moyenne, l'année dernière, on était aux alentours de 40 à 45 jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec la reprise d'un certain nombre de pays, ces lead time rediminuent et se rapprochent encore une fois des moyennes qu'on avait l'an dernier. Donc ça, c'est le deuxième aspect positif qui est vraiment une bonne nouvelle. Là, c'est la partie des réservations directes. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. On attribue ça, vous voyez les deux courbes. Donc, vous avez le positionnement sur janvier, février, mars, des réservations directes via le site internet lebrand.com ou indirectes via les distributeurs. Vous voyez qu'on attaquait à des niveaux en début d'année qui étaient déjà bien supérieurs, que ce soit en direct ou en indirect par rapport à l'année dernière, à la même période en 2019. Vous voyez la chute, ça, ce n'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Par contre, le direct repart beaucoup plus vite que l'indirect aujourd'hui. Et donc, ça va enchaîner un certain nombre de mesures dont il faut qu'on parle aussi, qui est de dire bien préparer son site internet, les tarifs, on va le répéter, je pense, tout au long, mais il faut vraiment faire en sorte que les hôteliers prennent maintenant la décision de mettre le meilleur tarif disponible sur leur site internet. Et ça, c'est lié à deux aspects. Patrice en reparlera sûrement sur la partie camping. C'est lié au fait que la clientèle domestique connaît sûrement les emplacements et les hôtels dans lesquels elle souhaite se réserver. Donc, d'où la réservation directe. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites des recherches sur les hôtels ou les destinations sur Google, par exemple, vous n'avez plus encore de publicité digital marketing sur des OTA, d'accord, des distributeurs. Donc ça reviendra. C'est quelque chose qui reviendra sûrement dans 3 à 4 semaines. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vitrine complète sur le site internet officiel de l'hôtel, ce qui est une nouvelle. Et voilà, c'est ce qui explique les résultats. Et puis ensuite, la disparité par région. Alors ça, c'est un point important, on le disait, c'est que Paris, aujourd'hui, vous voyez les indices, repart, mais à un niveau très faible comparé à la prise de réservation l'année dernière. La Corse tire plutôt son épingle du jeu, et je lisais un article encore rapidement de Mr. Fly qui disait clairement que l'ensemble des réservations qui avaient été faites la semaine dernière étaient principalement des réservations aériennes sur la Corse. Et donc, voilà. Par contre, vous voyez qu'on n'est encore pas au même niveau que l'année dernière, donc ça reprend. Voilà. Et PACA et Sud-Ouest qui tirent aussi un peu leur épingle du jeu. Et puis ensuite, il y avait une dernière slide. Oui, alors ça, vous voyez les prises de réservation, c'est important, ça donne la dynamique, encore une fois, des dernières semaines. Et c'est quand même des messages très positifs sur toutes les régions dites de loisirs et de clientèle domestique, ce qui n'est encore une fois pas nécessairement la même situation que sur des villes comme Cannes. Et puis ensuite, la dernière slide qui valide tout ça, c'est vous voyez la proportion entre le marché domestique et le marché international. Donc en France, on avait, si on reprend le début d'année, une clientèle qui était 60-40 domestique international. Bon, regardez pour la chute, c'est peut-être pas nécessairement important, mais la reprise, c'est pas une surprise non plus, c'est que ça va être tiré par le domestique à hauteur de 80%, en attendant que les frontières réouvrent, en tout cas sur la partie européenne, et puis internationale. Je pense que malheureusement, ça ne reviendra pas hors espace Schengen en 2020, ça sera plutôt sur 2021. Voilà les quelques données qu'on souhaitait partager avec vous. Merci, Guilain. Merci beaucoup, Pierre-Charles. Patrice, on a aussi quelques statistiques que tu as fournies, qu'on a mises dans une présentation que vous pourrez obtenir après à la fin de la conférence. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ouais, non, tu passes sur les slides concernant les chiffres. S'il te plaît, enfin, les statistiques. Il fallait aller à la suivante, c'est bon? Ouais. Vas-y. Vas-y, passe. Voilà. En arrière, une fois. Ah, pardon. Focus du 28 mai au 1er juin, c'est ça que tu voulais? C'est ça. Exactement. Alors là, on est sur l'hôtellerie plein air.
Et là, c'est extrêmement intéressant. Alors, on a voulu prendre… il faut savoir qu'on sort des baromètres en permanence sur l'hôtellerie de plein air que vous pourrez trouver d'ailleurs sur notre site ou sur LinkedIn et les réseaux sociaux de manière générale. Mais là, ce qu'on a voulu montrer, c'est à quoi ressemblaient les réservations entre le 28 mai et le lundi 1er juin. Et on l'a fait sur la partie hôtellerie de plein air et on l'a fait sur la partie résidence et hôtel club. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit que par rapport à l'année dernière, à la même période, on a un plus 16% de réservations. Par contre, ça représente un plus 80% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, même période. Je vais vous expliquer la raison de cela. Un panier moyen qui est extrêmement plus fort, c'est-à-dire on est passé de 550 à 805. Et la raison, c'est que les clients, puisque dans l'hôtel plein air, vous avez deux typologies d'hébergement. Vous avez de l'emplacement nu, pour mettre votre caravane ou votre tente, et vous avez des mobil-homes. Et le locatif a le vent en poupe en ce moment chez tous nos clients. Et on peut voir d'ailleurs que le locatif représente 85% des hébergements loués par rapport à 15% pour l'emplacement nu, contre 70% l'année dernière à la même période. Autre point important, c'est qu'on voit qu'on est clairement sur une clientèle française à 89% contre 70% l'année dernière sur les mêmes périodes. On a quand même des Hollandais, des Allemands, des Belges et quelques Anglais qui réservent. Alors les Anglais ne savent pas encore qu'ils vont avoir un problème de quatorzaine quand ils vont rentrer chez eux, mais donc on risque d'avoir des annulations. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se profile. Et vous avez à droite les mois de séjour dont sont réalisées ces réservations. Et on voit clairement que là, on est séparé entre août, juin, juillet, à peu près de manière équilibrée. Et on s'attend principalement de notre côté à avoir de bons résultats pour septembre, octobre, puisqu'on a la plupart de nos clients dans l'hôtellerie plein air qui vont pousser leur saison jusqu'à octobre. Et on attend de voir les chiffres prochainement sur comment se présentera ces réservations. Et un chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a fait donc en 4 jours le cumulé des 44 derniers jours qui étaient où on était tous confinés. Vas-y, tu peux passer à la prochaine concernant les résidences. Alors là, c'est encore plus flagrant. Là, on est passé à 55% de réservations par rapport à 2019, une augmentation de 70% du CA, avec un panier moyen qui est à peu près de 9% supérieur à l'année d'avant. Et là encore, on a une répartition entre juin, juillet, août. Bon, c'est juillet qui se remplit le mieux pour le moment, mais on pense que septembre et octobre, même sur les parties résidences et hôtel club, vont énormément prendre le dessus par rapport aux années précédentes. Donc, il va y avoir un allongement de la saison estivale pour nos clients. Et autrement, pour vous donner des chiffres qui font tourner un petit peu la tête, mais des groupes comme Homer Vacances est à plus de 1100 réservations jour en ce moment. Donc, on ne rattrapera pas ce qui a été perdu pour mai jusqu'à mi-juin, avril-mai, où normalement ils accueillent des clients. Mais je pense que si on arrive à pousser septembre et octobre, l'hôtellerie de plein air devrait s'en sortir plutôt bien. Merci. C'est fini pour toi, Patrice? Oui. Yannick, je vais te donner la parole, même si tu n'as pas de chiffres à partager concrets. Je pense que tu avais quand même des tendances, ce qu'on a dit la semaine dernière là, sur la campagne. Sur le portfolio d'hôtel et préférences, on est en pick-up portefeuille au 5 juin. On est à moins 60% sur le mois de juin. On est à moins 55 sur le mois de juillet par rapport à N-1. Et on est à moins 40 sur août. Par contre, ça gratte beaucoup tous les jours, là, depuis en 3-4 jours. Sur août, on est déjà à moins 35. Donc, les réservations arrivent, c'est très intéressant. Sur le groupe LHG, alors ils ne communiquent pas trop de chiffres, mais la tendance est bonne avec pratiquement déjà en portefeuille sur juillet-août 50% dans tous les hôtels en moyenne. Heureusement que ça continue. La moyenne 50%, c'est quand même intéressant. Excuse-moi, Karen. C'est bon, Karen a disparu.
Donc voilà, donc c'est sûr que sur nos produits parisiens, c'est un peu la cata, hein, le fait qu'il n'y ait plus, un peu comme à Cannes, hein, le fait qu'il n'y ait plus de congrès, d'événements, de manifestations, le GDS est à plat. Mais sur tous nos produits hors grande ville, enfin en tous les cas hors Paris, on a vraiment une belle reprise là. Dès que, comme je disais, tous les produits qui sont complets, piscine, spa, bistrot, gastro, beaux produits chambre, là on voit les réservations qui depuis 4-5 jours, ça cartonne bien. D'ailleurs, au même titre que vous sur le plein air, hein, c'est impressionnant depuis 4-5 jours. Ça y est, les Français, on a l'impression qu'ils sont rassurés là. C'est ça. Non, bah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Côté Cannes, bon, on en a déjà parlé un petit peu, mais je pense que tu as des choses à dire. Oui, mais côté Cannes, on est en train de réouvrir, hein, c'est-à-dire que l'hibernation qui s'est prolongée à cause de ces annulations sur les congrès de printemps, y compris un festival du film, le Cannes Lions qui avait lieu en juin. Donc là, on est en train de réouvrir l'ensemble du parc hôtelier. L'objectif, on est sur maintenant des taux de réouverture 2-3 étoiles. On sera à la fin du mois de juin, début juillet, à 70% des hôtels réouverts en 2 et en 3. 55% des 4 étoiles vont réouvrir fin juin, début juillet. Et on est sur les 5 étoiles. On en a 7 sur la Croisette, 5 qui seront ouverts début juillet. Donc tout ça est en train de se mettre en place avec un business model qu'on est en train de repenser, puisque Cannes, c'est 80% d'international. Donc le marché domestique ici était une petite partie du business des hôteliers. L'international, cet été, on attend les annonces du gouvernement, hein, à partir de fin juin. Il y a des choses qui sont en train de s'annoncer. J'ai appris ce matin l'ouverture de la Russie à partir de mi-juillet. L'Ukraine commence déjà à pouvoir voyager. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Donc, effectivement, si l'international signe, on va pouvoir sauver une saison. Par contre, on a dû repenser notre commercialisation sur le marché français, le marché domestique et les marchés de proximité européens. Le maire a décidé d'un plan Marshall du tourisme avec le CRT. On est sur des enveloppes de 3 millions d'euros, donc sur la Côte d'Azur et sur la ville de Cannes. Attends, je vais te remettre la présentation du coup. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Je te mets la présentation justement avec les actions qui ont été menées là sur Cannes et autres. Comme ça, tu peux les illustrer directement. Donne-moi 2 petites secondes. Vas-y. Donc, on a dû repenser l'accroche, c'est-à-dire que Cannes, notre bout du monde. Donc, c'est pas non. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est-à-dire effectivement l'accroche que vous pouvez voir. Cannes, notre bout du monde. L'esprit, c'est effectivement de redonner Cannes au marché domestique, de parler de proximité, de la valeur sûre, effectivement, de la destination, la richesse du littoral. On parlait tout à l'heure d'une ville de 70 000 habitants, mais c'est une petite ville, Cannes, avec un vrai marché, avec des vrais pêcheurs qui viennent le matin vendre leurs poissons, une ville où les gens, les habitants vivent dans la ville. La diversité de l'hôtellerie, hein, on a parlé de 120 hôtels, du 2, du 3, du 4, et que 7 hôtels en 5 étoiles. Je crois qu'on a quelquefois une image un peu biaisée de l'hôtellerie cannoise chère. Un large choix, effectivement, aussi de shopping, de restaurants, de bars, de plages. Toutes les plages ont été rénovées cet hiver. Donc, nous, les hôtels, avons accompagné la ville de Cannes avec cette offre. Sur le syndicat, on a été locomotive, c'est-à-dire qu'on annonce cet été une nuit d'hôtel offerte sur 3 nuits payées, donc du 3 égale 4 sur l'ensemble de l'hôtellerie. Et la ville nous accompagne avec le parking offert. Donc, c'est une offre qui est très, très forte et qui va commencer à sortir. Donc, il y a des campagnes online, offline, à partir de ce week-end. Vous devriez voir passer pas mal de choses. Excuse-moi, voilà. Christine, je te coupe 2 petites secondes. Il y a une question qui mérite d'être posée avant de passer à la suite sur la région. Pourquoi les hôtels de luxe ouvrent plus tard que les hôtels 2 étoiles, par exemple? Et à Cannes, c'est vraiment le cas. Les hôtels de luxe. Oui, c'est vraiment le cas. Alors, d'abord parce que les hôtels 2 étoiles sont ce que moi j'appelle agiles, mais c'est vraiment vrai. Ils sont en général des structures familiales où vous avez le papa qui va le matin ouvrir le petit déjeuner et il y a une masse salariale qui est quand même très très différente sur ces structures que sur les gros établissements. Un Majestic qui décide d'ouvrir fin juin début juillet ou un Martinez,
c'est tout de suite 300 personnes qui rentrent, avec aujourd'hui des taux d'occupation sur le mois de juillet qui ne justifient pas l'ouverture de l'hôtel sur le papier. Mais je parlais de solidarité au niveau d'une destination et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que ces établissements vont ouvrir parce que c'est important pour nous que sur la Croisette, on n'ait pas un trou noir et qu'on ait ces hôtels qui soient ouverts et avec leur plage, avec leur restaurant et leur bar. Donc, je pense que tout ça fait partie d'un écosystème, d'un immense parc d'attractions. Ta slide de la Côte d'Azur le montre. Donc, ça, c'est le plan d'action du CRT, changer de décor. On est... ce que j'expliquais au préfet, un parc d'attractions. Donc, on ne peut pas imaginer que les parfumeries de Grasse puissent ne pas ouvrir en même temps que Marineland, en même temps que les musées de Saint-Paul-de-Vence ou les palaces de la Croisette. Et puis, sur la partie du CRT, on voit qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont mis ensemble. Il y a la région Sud, Atout France, Nice-Côte d'Azur. On a même des acteurs privés comme Easy Voyage ou Hotel.com. En plus, c'est pas mal ça. Donc, c'est un gros plan d'action sur lequel on a travaillé. Il y a eu vraiment une démarche participative. On a fait des visioconférences pendant 2 mois. C'est la première fois, moi, ça fait 20 ans que je suis là, c'est la première fois qu'on le voit. Le CRT a travaillé avec les sociopros. Les présidents d'UMI de toute la Côte d'Azur ont mis leur pierre à l'édifice. On a guidé certains choix au niveau des OTA. Je crois que l'UMI, que ce soit l'UMI Cannes, Nice, Menton ou Antibes, on a fait entendre notre voix. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Il y a beaucoup d'actions qui étaient prévues avec les OTA. Et je pense qu'on a vraiment essayé de travailler avec le CRT pour que ça revienne sur des réservations en direct. Ok, merci. Et puis, je ne résiste pas, si l'écran veut bien changer. Ce matin, il y a eu un petit communiqué de Mandelieu qui va justement nous permettre d'introduire la suite. C'est qu'ils disent on a repensé notre communication digitale. Donc, Mandelieu, c'est juste à côté de Cannes. Et a priori, c'est quand même ce qui se passe sur toute la côte. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, mais les images, elles sont importantes. Je crois qu'au niveau des images, le CRT a déroulé effectivement la campagne changer de décor. Alors, il y a plusieurs campagnes. Il y a la grosse campagne qui est la campagne Région Sud que vous avez peut-être déjà pu voir à la télé avec nous, on a tous besoin du Sud. C'est vrai qu'on a tous besoin du Sud. Ensuite, la campagne CRT Côte d'Azur. Et ensuite, chaque ville qui va effectivement mettre en avant ses points forts. Mandelieu, c'est l'Estérel, c'est le biking dans l'Estérel rouge, c'est la mer, c'est le port. Cannes, on met en avant ce côté village international avec beaucoup de boutiques haut de gamme, des restaurants à tous les budgets, une hôtellerie aussi très diversifiée. Nice, on est sur une grande ville avec un tramway, avec des musées. Donc, je pense que chacun, effectivement, se met en place. On a une vraie carte à jouer, je pense, sur la Côte d'Azur d'un repositionnement sur notre marché domestique. Oh, excusez-moi. Je coupe le truc, c'est parti en vrille. Je suis désolé. Si vous me voyez tourner la tête de temps en temps, c'est parce que je regarde l'autre écran à côté, que ma fille est en train de m'aider sur les questions-réponses, parce qu'il y a plein de questions, il y a plein de choses qui se passent à côté de la partie parole des intervenants. Donc, effectivement, les destinations là dans le sud ont montré une entente phénoménale. Tant qu'on y est, on peut peut-être parler directement de ce qui se passe en Corse. Là, les hôteliers d'Ajaccio qui ont décidé de faire sécession et de ne pas se mettre sur Booking. Quel est votre sentiment à tous les 4 sur le sujet ? C'est tentant, moi j'ai les hôteliers qui poussent. J'ai vraiment les hôteliers. J'ai Laurent Duc, pour ceux qui connaissent, qui est le président de l'UMI, qui vient demain faire une conférence Cannes et ensuite Nice. Si on peut parler des OTA, effectivement, je pense que c'est le moment ou jamais de repenser notre commercialisation et notre distribution. Je crois que la crise nous a quand même démontré qu'on avait des partenaires et puis qu'on avait des gens qui se disent partenaires mais qui ne sont pas des partenaires. Moi, je l'ai vécu en live. Les OTA qui se sont Booking.com, qui s'est servi sur les comptes des petits hôteliers. Ça a été quelque chose de terrible. On était tous en train d'imaginer comment on allait faire pour payer le personnel et autres charges au mois de mars ou avril. Alors, bien sûr que je leur ai effectivement expliqué qu'on avait tous une part de responsabilité. On a donné les clés de nos hôtels aux OTA, mais il y en a aussi qui ont donné les clés du compte en banque, puisque beaucoup d'hôteliers sont en prélèvement. Et quand bien même les hôtels, dès le début de la crise sanitaire, ont essayé de négocier directement avec les clients des reports avec les vouchers, l'ordonnance du 25 mars.
Booking rembourser les clients et aller prélever directement sur les comptes des hôteliers. Donc, ça a été quelque chose qui a été très dur, très, très dur. L'UMI est en train de négocier avec les OTA des pourcentages de commission un peu différents. Il faut savoir, comme le disait Pierre-Charles tout à l'heure, les OTA aujourd'hui ne sont pas en train de parler ne font pas du tout de SEO. Hein. Donc, ils se sont repliés. Je pense que c'est le moment ou jamais de travailler nos réservations en direct, nos sites avec des offres spéciales, une différence de tarif, c'est certain. De travailler avec nos villes. Nous, l'offre 3 = 4 de la ville de Cannes, elle est vendue sur un portail direct au niveau de l'Office du tourisme et toute la campagne online va directement sur un site et ce n'est réservable que sur ce site de la ville de Cannes, pas du tout sur les OTA et c'est réservé effectivement à ce site de la ville de Cannes. Il y a un vrai travail, je pense, à faire sur la reprise en main de notre distribution. Alors que ce soit via des plateformes de villes ou, et je pense qu'on en parle après, d'éventuellement ce site Pilgo/Boncoin qui peut être une opportunité. Mais je pense qu'il y a on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'il y ait des millions d'euros dépensés par les CRT de par toute la France. On parle de millions d'euros. Et que tout ça profite à Booking et à Expedia, qui ne payent aucun impôt en France, aucune TVA, et qui raquettent les hôteliers alors qu'on est tous au fond du trou en ce moment. Yannick, toi qui es à moitié hôtelier, à moitié fournisseur de services, qu'est-ce que tu en dis? Écoute, je pense que c'est c'est le moment dans le monde d'après de l'hôtellerie de continuer à se battre auprès de nos hôteliers et pour apporter du vrai contenu à leur propre distribution. Donc, nous, on s'est toujours battu pour ça. On a toujours mis la pression sur les hôteliers pour qu'ils fassent de belles photos. Vous avez des hôteliers, ils mettent 800 000 € ou 10 millions d'euros dans leurs produits. Et quand on leur dit qu'il faut dépenser 3 000 € pour un bon photographe ou faire une belle vidéo de l'établissement, ils ne le font pas. Donc, tout ça, le contenu, des beaux sites internet, des beaux booking engines, du bon yield, du bon revenu. On est là pour ça, pour les aider, pour les pousser à ça. On a toujours fait ça. Mais c'est vrai que là, on va être dans un modèle où ils sentent qu'ils ont la possibilité de reprendre la main sur les OTA, donc d'améliorer énormément leur marge. Et nous, on est là avec nos services pour les aider, pour les pousser, pour leur expliquer que les conditions générales de vente doivent être identiques au pire que sur les OTA et qu'en tous les cas, les prix de leur propre distribution en direct sur les sites doivent être plus intéressants que sur les OTA. On est vraiment là dans le nouveau monde de l'hôtellerie où les hôteliers doivent reprendre un peu la main sur leur contenu, en fait. Et ils l'avaient laissé, ils avaient laissé tout ça. On avait même des photos plus intéressantes ou plus belles sur les OTA que sur son propre site. Et là, on se bat pour ça, mais là, maintenant, il faut que ça change. Et je pense que ça va un peu les booster, les aider à reprendre un peu la main sur de l'investissement aussi, mais pour eux, pour gagner en part de direct booking sur leur site. Ouais. Pierre-Charles, toi qui as une vue hôtelière, avant de passer, après on passera à Patrice qui a une vue plus générale, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je vais créer un tollé, je vais énerver Christine. Mais c'est le principe d'échanger. Non, je rigole. Vous me connaissez, ça fait quand même un petit moment, un paquet d'années qu'on essaye de développer les solutions pour qu'il y ait des réservations en direct. Ceci dit, je pense que dans la séquence, il y a 2 séquences dans la situation qu'on vit. La première, c'est de dire on a des hôtels dans les différents pays qui ont déjà besoin d'atteindre un seuil de rentabilité pour pouvoir ouvrir leurs portes. Donc, je pense que diversifier ou avoir un certain nombre de distributeurs qui les aident à atteindre le niveau minimum pour ouvrir leurs portes est très important. Ça, c'est le premier point. Puis après, il y a une deuxième séquence, et si effectivement la crise doit servir à quelque chose, c'est d'aider les hôteliers ou de provoquer un réveil sur le fait de se dire on peut se distribuer différemment. Le direct, c'est évident, ça je suis convaincu, et ça passe par le meilleur tarif, c'est-à-dire que le direct, on peut faire 15 heures de conférence online, ça fait 15 ans qu'on dit aux hôtels il faut mettre le meilleur tarif sur leur site internet. Il y a des organismes qui se battent pour faire en sorte qu'ils ne soient pas muselés par un certain nombre de distributeurs pour faire ça. C'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. C'est-à-dire, si on ne se sert pas de la crise pour faire ça, on aura perdu une crise. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, il y a des acteurs de la distribution qui sont différents que les deux majeurs dont on parle toujours. Vous avez en France des acteurs qui font un très bon boulot, qui sont Weekend Desk. Il y a Pilgo qui, effectivement, comme le mentionnait Christine, a été racheté par Le Bon Coin, qui vient de lancer Le Bon Coin Hôtel. On est dans les hôtels à, encore une fois, rediriger le trafic directement sur leur site Internet et tout ça à 0% jusqu'à fin décembre. Et ensuite, ça sera 10% des réservations confirmées en 2021. Je pense qu'il faut le faire. Encore une fois, il faut se créer ce portefeuille de réservation via des acteurs qui sont là pour aider l'économie pendant ces périodes-là. Puis après, il y a d'autres acteurs, deux autres séries d'acteurs. Il y a les ventes privées. Alors avec vente privée, avec voyage privé, avec Verichic, mais encore une fois, ça permet de créer un pick-up de réservation. Et puis, il y a une partie corporate avec nos amis de chez Gecko sur la partie Infinite ou Edge Corpo. Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, diversifier son réseau de distributeurs, jouer avec plein de partenaires. Je rejoins Christine sur le fait de dire pendant la crise, à tous les niveaux et dans toutes les sociétés, on a eu des partenaires qui étaient à nos côtés. C'est maintenant ou jamais de leur rendre l'appareil. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et donc, ceux avec qui on a eu une mauvaise expérience, eh ben, malheureusement, ce n'est pas ceux qui bénéficieront nécessairement des revenus dans les prochains mois. Mais le mot d'ordre, et je terminerai juste là-dessus, c'est vraiment le meilleur tarif. J'espère que pour une fois, on sera entendu et que tout le monde va jouer cette carte-là parce que ça en va de la rentabilité des hôtels et de récupérer la main sur la distribution. Merci Pierre-Charles. Patrice, toi, tu as une vision plus large sur la résidence, sur les villages vacances, sur le camping. Et a priori, les campings ont quand même été beaucoup plus solidaires que les hôteliers sur la gestion de la distribution. C'est ce que j'ai compris. Généralement, et je pense que c'est lié aussi à la Fédération nationale de l'hôtellerie plein air qui a toujours refusé en fait, l'accès à Booking, Expedia et autres pour distribuer l'offre de l'hôtellerie. Et c'est vrai qu'il y a une offre qui est extrêmement vente directe. Et je pense que c'est aussi lié au fait que les acteurs technologiques sur cette branche de métier, même en faisant ce qu'on appelle du PMS hôtel ou camping, ont tout de suite développé des outils pour pouvoir commercialiser en direct sur les sites Internet. Et ça, je pense que ça a été un élément important, différenciateur, qui fait que Booking n'a pas pu aussi facilement arriver et rendre le marché ce qu'il est dans l'hôtellerie, dépendant totalement de leurs faits et gestes. C'est le premier point. Et effectivement, moi, je pense que, et on le voit nous avec notre produit Resalis, qui est à la fois un CRS, un PMS, un Channel Manager intégré et un Booking Engine. Et en fait, d'avoir ces 4 fonctionnalités fait que nos clients, de manière générale, depuis le départ, ils ont une vraie diversification dans la distribution. Nos clients travaillent beaucoup avec les comités d'entreprise, travaillent avec certaines OTA, et Pierre-Charles a raison de dire qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas que Booking et Expedia sur le marché. Il y en a qui font un très bon boulot et qui n'ont pas les mêmes taux de commission. Le direct, bien sûr, avec des sites de qualité. Et là, il va sans dire que la réassurance sur la partie Covid va être extrêmement importante sur le site Internet. Après, moi, je trouve que ce qui est beaucoup dommage, c'est qu'il y a très peu de local qui est travaillé. Moi, je vois, on est basé à Sophia Antipolis, derrière Cannes. Et on est une structure quand même de 250 personnes en France. On est très peu sollicité, même jamais. Je n'ai jamais vu en 17 ans sur Sophia un hôtelier venir nous voir à proximité de notre boîte pour nous dire, voilà, si vous avez des gens qui viennent, si vous avez des gens à former et qui doivent rester dans un hôtel, ben, pensez à nous. Et je trouve ça pas logique en fait de ne pas travailler sur local. Ceci dit, l'offre à Sophia n'était pas terrible en hôtellerie à un moment donné. Ça s'est étoffé depuis quelques années, mais avant, il n'y avait pas grand-chose non plus. Oui, mais tu aurais même pu aller un petit peu plus loin. Et on envoie des gens à Antibes. Enfin, je veux dire, même Antibes n'est pas venu nous voir sur Sophia. Et pourtant, tu as des grosses structures comme Amadeus et d'autres. Ensuite, je pense que les agences de voyage standards, il ne faut pas les oublier. Surtout en période de Covid, je pense que les gens vont beaucoup aller vers ces agences pour déjà avoir une assurance, puisque les agences assurent, il ne faut pas l'oublier. Si jamais il y a une recrudescence d'une pandémie ou d'un problème, vous serez rapatrié, on vous dédommagera.
Et ces agences peuvent apporter un plus et un savoir-faire. Et puis après, comme le disait Pierre-Charles, il y a Google Ads, où on reprend la défense de sa propre marque, Google Hotel Ads, et puis tous les meta-search qu'on peut trouver, qui permettent de renvoyer directement sur son propre site. Si, bien sûr, l'hôtelier a un site digne de ce nom, on en revient toujours à la même chose, comme disait Yannick, la qualité du site, des photos, des textes traduits dans les différentes langues, et puis surtout un booking engine qui permette une vraie fluidité de réservation. Voilà. Merci Patrice. En fait, on est déjà super en retard sur le programme, mais vous avez déjà dit plein de choses sur le site direct, le moins cher en direct, le moins cher en direct, le moins cher en direct. On l'a déjà répété 50 000 fois, c'est une très bonne chose. Il y a des questions là qui se posent aussi en parallèle. Est-ce que vous pouvez juste dire oui ou non? Pensez-vous que les hôteliers peuvent vivre sans ces OTA? Christine? Non, non, je ne pense pas, mais Pierre-Charles est en train de sourire. Mais on dit la même chose tous les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'une visibilité sur l'international. Je pense que Booking et Expedia ont énormément amené à l'hôtellerie de par le fait de nous amener des clients de tous les coins du monde et comment certains petits hôteliers indépendants pouvaient imaginer avoir des gens du Brésil ou de Chine sans Booking ou Expedia. Donc, je pense qu'effectivement, ce sont des vitrines importantes qui coûtent cher à l'hôtelier parce qu'effectivement, les taux de commission aujourd'hui, si on ne fait pas partie de grandes chaînes comme Accor ou autres, ce sont des coûts énormes. J'ai vu que quelqu'un avait commenté, on a connu Booking, Active Hotel à 5%. Là, on est maintenant plus proche des 20%. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin d'eux. Par contre, quand on est novateur, créatif, sur des offres spéciales, elles doivent être exclusivement sur les sites des hôtels. Quand sur une destination, on sort une offre 3 égale 4, le 25% de réduction, puisque 3 égale 4, c'est ça, c'est plutôt de le donner en direct aux clients, cet avantage, plutôt que de payer les OTA. Et donc, il va falloir qu'on soit novateur. On a cette semaine une convention, enfin un séminaire de réflexion au niveau CRT-UMI pour voir comment on peut travailler des offres régionales avec des systèmes de distribution. On a été assez malin à Cannes parce qu'on avait une plateforme qui gérait les congrès, donc on l'a utilisée maintenant pour gérer le loisir. Il faut qu'on soit malin pour avoir effectivement des plateformes dédiées aux offres de région ou aux offres de ville qui donnent des avantages aux clients. Et ces avantages, les clients vont comprendre que ce sont eux qui en bénéficient. Et que sur Booking, sur Expedia, on va aller pouvoir chercher un prix, une nuit. Mais que si on cherche autre chose, une expérience, un tarif, un unique selling point, comme on dit en anglais, eh ben, c'est directement sur les plateformes ou des régions, ou des villes, ou des hôtels. Désolé, Minette a voulu absolument venir se montrer à la caméra, donc je suis obligé, sinon elle va me détruire le clavier. Bon, on va essayer de faire plus court quand même sur la réponse oui ou non des autres. Yannick, oui ou non? Bien sûr, on est obligé de travailler avec les OTA. Mais dans la suite de ce que dit Christine, il faut absolument que les hôteliers se forment au revenu, au yield. On ne peut pas ouvrir ses dispos à Booking quand on sait que l'année dernière et quand on sait qu'on va avoir un établissement complet le samedi soir ou le vendredi soir, etc. Donc ça, l'intérêt des hôteliers vers le yield, vers le revenu, vers mieux gérer sa distribution, mieux gérer donc ses marges, ils doivent beaucoup plus s'intéresser à cela. Et on voit l'impact énorme d'expériences où on ferme Booking tous les week-ends d'un mois de juillet, par exemple. Les économies sont tout de suite très, très importantes. Mais encore faut-il s'y intéresser, se faire former, il y a des gens pour ça. Et les résultats sont tout de suite extrêmement rapides dès que l'hôtelier est dedans et dès qu'il yield. Alors, bien entendu, tout le monde a des revenus managers et des gens qui yield, qui distribuent sur les plus de 80 chambres. Le sujet, c'est les gens de 15 chambres à 50, 60 chambres. C'est là-dessus où l'impact OTA bouffe les marges et est très nuisible, relativement nuisible, on va dire. Et donc, si tout le monde peut s'organiser pour se former à cela et beaucoup mieux gérer ces choses-là, c'est maintenant qu'il faut le faire.
Merci. Patrice, qu'est-ce que tu dis? Oui, non, s'il te plaît, parce que sinon, on va se faire virer. Hein. Non, moi je pense que non. J'ai aussi beaucoup à dire dessus, mais on n'a plus de temps. Mais effectivement, c'est pas possible de faire sans eux. Et comme le dit Christine, ils apportent énormément sur l'international. Et puis après, c'est la diversification qui fera les choses. Non. Pierre-Charles, toi, on sait que tu diras pas non. Hein. Tu penses qu'ils sont Non, mais je importants. suis d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. Et je rajouterais un point, c'est de s'en servir pour effectivement gagner des nouvelles clientèles et de travailler sa base client derrière. Ça, c'est ultra important. Et on est dans une industrie où travailler sa base client, c'est pas fait. Il y a plein d'acteurs. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Vous avez Hôtel Expérience qui est très bon à Paris et en France. Comme ça, les détracteurs diront il n'essaye pas de vendre son service. Mais honnêtement, c'est la clé aujourd'hui dans notre industrie. Et je pense qu'on a été flemmard sur cette partie-là. On n'a pas travaillé notre clientèle, nos fichiers clientèle et notre clientèle directe. Et c'est un des points les plus importants, selon moi, et le principal enseignement de la crise aussi. Et tu as raison, et je pense que c'est un des points forts de l'hôtellerie plein air. De travail. Il y a une chose que je voudrais… Oh, pardon, excuse-moi. Il y a une chose que je voudrais dire quand même sur la grève. Hein, le principe d'une grève, c'est que ça n'est pas définitif. Une grève, c'est pour amener l'autre à négocier. Et ce qui est dommage avec les hôteliers d'Ajaccio, c'est qu'ils n'aient pas réussi à embrayer la mécanique et de faire parler ça au JT de TF1 ou des autres. C'est ça qui aurait été important pour vraiment faire comprendre à tout le monde qu'il y avait un vrai problème et que le bras de fer était nécessaire pour faire comprendre cette partie-là. Donc la partie communication, à mon avis, a un peu pêché là-dessus. On a déjà beaucoup discuté, beaucoup passé de temps sur plein de choses. Il y a des questions qui se posent là sur Pilgo. Il y a des gens qui disent, mais est-ce que vous ne pensez pas que Pilgo, le Bon Coin, va nous refaire le coup de ce que nous ont fait les autres en étant pas chers et en montant les prix? Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Même si à la fin de l'année à 10%. Mais même si c'est le cas, encore une fois, on est toujours en train de tirer sur quelqu'un qui apporte une solution. Ouais. Et puis, ça me paraît incroyable. On n'est pas content du niveau de commission d'un booking. Il y a un acteur français qui vient, qui apporte une solution à 0% pour aider les hôtels à se relever. Et il ne faut pas travailler avec lui parce que ça pose un problème. Bon, non, il faut y aller, au contraire. Il ne faut pas oublier que de toute façon, si vous faites votre site, vous faites le SEO, vous faites du Google AdWords, vous faites tout seul, vous en avez au moins pour 10%, quoi qu'il arrive déjà au minimum. Est-ce que vous avez vu le Weekend Desk, pas Weekend Desk, pardon, je ne sais même plus quel acteur. Il y a un acteur qui, ce matin, a annoncé qu'il faisait les coffrets cadeaux à 0% de commission. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est Wonderbox avec J'aime la France. Est-ce que vous avez vu ça ce matin? Je l'ai pas vu. Donc, oui. C'est du coffret cadeau, là. Et le coffret cadeau, alors ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. Le coffret cadeau, on en parlait l'autre jour, hors antenne. Le coffret cadeau, nous, avec le panier moyen de notre coffret cadeau, c'est pas reparti. Je pense que le coffret cadeau a pu peut-être marcher sur des paniers moyens plus bas, mais nous, à 300, 369, 400, 500, c'est pas du tout reparti. Après, l'opération de communication de Wonderbox, quand on sait que de toute façon, de 15 à 20% des coffrets ne seront pas utilisés, voilà, c'est une belle opération de com. Oui, en même temps, il faut répondre. Il y a plein de questions là d'un seul coup. Là. Tout le monde se pose des questions. On nous pose des questions sur est-ce que, en clientèle loisir, est-ce que vous pensez judicieux de travailler avec des agences, des cartes de crédit type Amex ou Mastercard? Qui s'y colle? Il faut travailler avec tout le monde. Il faut travailler avec tout le monde, bien sûr. Il faut le faire. Ce sont en général des actions marketing qui sont lancées, des newsletters et autres. C'est souvent des actions marketing chaînes ou groupes ou villes parce que ce sont des tickets d'entrée assez élevés en fait. Pierre-Charles, il y a une question pour toi. Est-ce que tu pourrais réexpliquer rapidement le phénomène qui justifie qu'en ce moment les réservations en direct devancent l'indirect? Il y a deux phénomènes. Donc, c'est Patrick qui l'expliquait l'autre jour parce qu'il y a le même phénomène, si je ne me trompe pas, sur la partie camping. C'est qu'à partir du moment où il y a le domestique, effectivement, qui prend le pas sur l'international, vous avez des gens qui sont en train de passer des réservations, qui connaissent l'établissement et la destination dans laquelle ils souhaitent se rendre. Donc ça, c'est généralement, ils connaissent le site Internet, ils y vont directement et ils bookent. Le deuxième, c'est qu'effectivement, tous les distributeurs se sont retirés aujourd'hui des campagnes search principalement, qui sont des campagnes payantes et au CPC, coût par clic, pour se concentrer sur le coût par acquisition, par exemple, sur la partie de l'État.
Et donc, vous avez aujourd'hui les liens officiels vers les sites officiels des hôtels qui sont en première position sur la plupart des requêtes qui sont faites sur Google. Donc, c'est ce qui s'explique. Je pense vraisemblablement que ça devrait changer si la situation reste telle qu'elle est et qu'elle se stabilise dans les prochains mois, voire les 2 prochains mois. Okay. Il y a une question qui était à l'écran qui vient de disparaître. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour éduquer les clients? Mais moi, je dirais qu'il faudrait peut-être commencer par éduquer les hôteliers avant d'éduquer les clients, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas parlé du parcours client, c'est important en termes de oui, je sais. Le parcours client, le data, enfin tout ça, c'est des choses primordiales et le plus on travaille cela, le plus on fidélisera en direct. Et exhaustivité de l'offre et le parcours client, c'est certain. Alors, on se rend compte de beaucoup d'appels, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore sur un niveau de réservation important. Par contre, on voit, nous, à l'Office du tourisme, qu'on a réouvert il y a 2 semaines. Je suis allée, moi, avec les hôteliers, faire des séances de formation aux filles parce qu'on était dans le tout digital au niveau des offices du tourisme. Et on se rend compte de nouveau, les clients appellent. Pierre-Charles parlait du marché domestique. Est-ce que les plages sont ouvertes? Est-ce que les restaurants sont ouverts? Comment ça se passe? Les animations, est-ce qu'il y a des feux d'artifice cet été? Quid des normes sanitaires dans les hôtels? Quid des normes sanitaires dans les restaurants? Et on retrouve le rôle d'un office du tourisme qu'on avait perdu parce qu'on avait plus ou moins fait l'impasse, on avait tous créé des offices du tourisme digitaux et là on se retrouve à former des conseillères de vente à l'office du tourisme. Je crois que les clients ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de parler à quelqu'un. L'importance aussi de mettre sur les sites les pages Covid-19, les pages sanitaires de réassurance, ça permet de montrer d'abord ce qu'on fait mais aussi qu'on s'en est occupé en fait. Tout à fait. On avait plein de choses à dire encore et il va falloir qu'on aille assez vite. Est-ce que vous pourriez l'un ou l'autre intervenir sur les choses qu'on avait dites? Déjà avoir une page Covid. Non, je crois qu'on n'a pas dit. Moi, je dirais qu'il faut mettre le meilleur tarif sur son site internet. Donc, page Covid. Je pense qu'il y a beaucoup d'hôteliers qui ne le font pas. On avait parlé de ça. Les conditions générales de vente, est-ce que… La page Covid, elle est importante par rapport à Airbnb. C'est super important. Nous, les hôteliers, c'est dans notre ADN. Le nettoyage, c'est dans notre ADN, d'accord? Et on sait faire. Alors, on se rajoute une couche avec la désinfection maintenant, d'accord? Mais c'est normal avec le Covid-19. Mais c'est notre ADN. Et ça, il faut le marteler sur les sites Internet, sur la communication avec les clients. Nous sommes des professionnels de l'hôtellerie. C'est dans notre métier. C'est ce qu'on sait faire, ça. Accueillir et nettoyer et donner aux clients, que ce soit dans des campings, que ce soit dans des hôtels, des chambres qui sont nettoyées et désinfectées. Ce n'est pas forcément le cas dans des appartements. Non? Alors, dans la conversation sur le webinaire, il y a une conversation intéressante initiée par Stéphane Radi, qui est le directeur de Contact Hôtel, qui, je résume, qui dit c'est sympa de se retirer ponctuellement des OTA, mais en fait, si on fait juste les hôteliers, il reste tous les autres ouverts. En fait, il faut travailler tous ensemble. Il faut travailler avec les autres formes d'hébergement, les chambres d'hôtes et les meublés pour faire ça et faire une période sans OTA. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est toujours la guerre entre hôtels et les autres, hôtels et chambres d'hôtes. C'est vraiment, si je peux me permettre, il y a vraiment 2 séquences, je pense. Enfin, moi, je pourrais discuter avec les hôtels. Il y a des hôtels qui galèrent pour atteindre le seuil de rentabilité et ouvrir leurs portes. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat. La première, c'est comment les hôtels peuvent rouvrir leurs portes et lancer leur saison ou lancer leur activité dans un certain nombre de villes. Ensuite, il y a le temps de l'optimisation. Et là, je suis tout à fait d'accord. Il faut que les hôtels soient tous ensemble et ensuite décident d'une politique au niveau d'un pays ou d'une région. Mais il ne faut pas faire les choses à l'envers. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre qui n'ont pas réouvert leurs portes et c'est le point critique, selon moi. Alors, nous, sur notre portfolio, on a 80% de nos établissements qui seront réouverts au 1er juin et 90% au 1er juillet, quand même. Il y a une personne qui nous dit, est-ce que vous préférez pas un pop-in Covid? Vous savez, un petit truc, une petite surface qui vient s'afficher pour le Covid ou une page? Qu'est-ce que vous en dites tous là? Faire les deux. Hein. Bah, tu as le pop-in Covid où tu cliques sur la page. Voilà. On est en train de se faire virer par Karen. Je savais que ça allait nous arriver, à force d'avoir des bavards comme ça, comme tout le monde. Je pense que… Est-ce que vous avez encore quelque chose? 10 mots chacun, pas plus. Christine? 10 mots. Je crois que c'est important qu'on soit irréprochable au niveau sanitaire, différenciant dans nos offres sur nos sites par rapport aux OTA,
Et puis faire notre métier, essayer de combiner au mieux les normes sanitaires et puis l'accueil, l'empathie, parce que c'est ce qu'on aime faire. Okay. Pierre-Charles? Meilleur tarif sur les créneaux en direct, au cas où on n'avait pas. Merci. Yannick? Là, maintenant, les Français vont se lâcher. Donc, comme le dit Christine, maintenant, il faut être bon, il faut être de vrais maîtres de maison. Il faut se former, il faut continuer à se développer sur tout ce qui est techno, tout ce qui est digital, faire le check-in, check-out en digital. Tout ça, ça fait partie des choses qui doivent être des choses normales de nos jours. Il y a plein de jeunes pousses qui arrivent dans l'hôtellerie, qui vont nous bouger un peu, qui apportent plein de solutions aussi sur du widget, sur du pop-in, sur les sites internet. Il faut aller regarder sur votre salon. Ils arrivent tous, ils ont tous entre 25 et 30 ans et ils peuvent aider les hôteliers à justement traquer le business en direct sur leur site. C'est quand même l'objectif numéro 1. Oui, là, on a fait 100 mots quand même, hein, ça fait beaucoup. Patrice, 10 mots, s'il te plaît. Non, rapidement, moi je pense que l'être humain a un don d'adaptabilité qui est juste phénoménal et qu'on sortira tous par le haut de cette crise, sur tous les plans. Et je souhaite d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent et qui tapent des choses, là, le meilleur pour cette saison. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Je pense que je n'ai même pas le temps de dire la petite chose de fin puisqu'il y a une autre conférence qui attend la salle Zoom. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Merci aux conférenciers et à très bientôt. Merci Karen pour l'organisation. Oui, alors j'en profite juste pour vous donner une information parce que surtout pour les visiteurs qui sont seuls quelque part parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a autour. Vous avez été, selon Google Analytics, 4278 personnes sur le site en visiteur unique jusqu'à 14h30. Et voilà, sur la conférence, je pense que Guylain l'a dit, vous êtes arrivé à 233 visiteurs. Donc, petite information pour permettre aux participants qui sont en train de vous écouter, de nous écouter, qui ne sont pas seuls, mais qu'il y en a d'autres autour d'eux qu'on ne voit pas. Merci à vous tous. La conférence était passionnante. Pierre-Charles, je crois que tout le monde a compris ton message. Tarif. Meilleur tarif. Et on est tous sur la côte quand même cet été. Alors, on on vous attend. Merci, Karen. Bon après-midi à tout le monde. Allez, ciao. Merci. Bonne soirée.